Donc, je vais modérer le panel éthique et gouvernance de l'intelligence artificielle vers une adoption responsable. Et pour cela, donc, je vais appeler Madame Anne Farah, qui est directrice communication et digitalisation du GoMove Group, qu'on peut applaudir quand même, hein, pour faire venir. Le professeur Jean-Gabriel Ganassia, donc, qui est professeur à la Sorbonne et au laboratoire Lipsis. D'ailleurs, il y a un de ces jeunes qui est là, qui a fait une thèse philosophique sur le professeur et qui est venu le voir exprès. Donc, tu peux te lever, bravo. Donc, on a la chance d'avoir des gens de talent, hein, et des femmes. Et bien sûr, Jean-Pierre Laos de la Louvière, je l'interromps dans sa discussion, qui est président d'Ifutura. Merci à vous. Tu peux afficher, s'il te plaît, Narcisse, pour le panel? Donc on parle beaucoup aujourd'hui de l'éthique. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? De la gouvernance de l'IA, de la protection de données. Donc j'aimerais que vous me donniez votre avis là-dessus, en préambule. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Pourquoi c'est important? La gouvernance de l'IA aussi. Donc on va commencer par madame. D'accord. Alors, pour vraiment synthétiser, résumer, et j'ai envie de dire être très terre à terre, c'est un peu mon créneau. L'éthique en IA, c'est protéger au maximum les populations et tous les acteurs qui travaillent dans l'IA. Ça, ce n'est pas la définition officielle, mais c'est du moins quelque chose de très, je dirais, de très basique. Maintenant, la gouvernance, c'est vraiment comment travailler avec l'IA au niveau des gouvernements, comment tout ce qui est législation autour de l'IA et des aspects qui sont liés à elle. Voilà. Professeur. Alors là, c'est bien sûr une question qui est toujours le matin, pour commencer, assez délicate, car ce sont les questions qui ont l'air les plus simples, auxquelles il est le plus difficile de répondre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'éthique? Alors je ne vais pas vous faire un cours d'éthique ici, ce serait trop long, mais l'éthique, le terme vient du grec ethos, qui désigne au départ les mœurs, les usages, les habitudes, les coutumes. Et l'éthique de l'intelligence artificielle est importante parce que la société se transforme avec les technologies. Et donc, nos habitudes de vie, nos règles de conduite évoluent avec la présence de l'intelligence artificielle. Et je crois qu'il est important de dire de rappeler donc éthique, ça vient donc des mœurs, des usages, et il y a deux façons de penser l'éthique. D'une part la tradition, et puis d'autre part la réflexion. La philosophie qui naît avec, dans l'Antiquité, en Grèce antique, hein, commence à se poser cette question-là. Et cette tension, elle existe, on la retrouve par exemple en France au milieu du XXe siècle. Il y a un ouvrage écrit par un très grand philosophe, hein, Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. Hein, et bien sûr, ces deux sources, hein, ce sont la tradition et la réflexion. Alors en passant, je dis que morale, c'est la même chose qu'éthique, c'est la même étymologie. Hein, en latin, hein, morale, ça veut dire mœurs. Hein, et donc c'est exactement la même chose. Mais donc cette tension existe. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui avec le numérique, c'est que la tradition ne nous est d'aucun secours. Car le monde change et nous ne pouvons pas faire la même chose qu'ont fait nos parents, puisque nous vivons dans un monde différent et nos enfants vivront dans un monde différent. Et c'est donc pour ça qu'il faut essayer de réfléchir à ce que l'on veut faire. Et c'est une réflexion, et c'est une réflexion qui est liée à notre volonté, à notre liberté. Et donc, ce sont des choix que l'on doit faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'éthique à l'heure de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'il y a une éthique de l'intelligence artificielle, mais il y a une éthique du monde dans lequel nous rentrons avec l'intelligence artificielle. Et l'éthique, bien sûr, elle est aussi à l'origine des lois.
Alors les lois, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je crois que c'est important de bien distinguer les deux. Hein. Les lois sont indispensables. Hein. Ce sont des règles générales de conduite. L'éthique est en amont des lois, puisque les lois sont faites à partir de réflexions éthiques. Et en même temps, l'éthique est en aval des lois. Lorsque on applique des lois, un magistrat doit considérer la loi, mais aussi son contexte, parce que la loi est trop générale et il faut l'appliquer à des domaines particuliers. Alors maintenant, sur les règlements, bien sûr, il y a eu depuis que le numérique existe un certain nombre de règlements qui sont absolument indispensables. Il y a eu aussi des normes et des standards, ce qui ne sont pas tout à fait la même chose que les règlements, car les normes et les standards sont des conventions que des communautés, des acteurs mettent en place pour pouvoir échanger plus facilement. Mais ensuite, bien sûr, les règlements existent et les règlements sont différents. Il y a eu énormément d'efforts en Europe pour mettre en place des règlements sur le numérique en général et sur l'intelligence artificielle en particulier. Ces règlements peut-être sont un peu excessifs, hein, on le dira, mais les règlements sont indispensables. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde, on a des visions différentes. Aux États-Unis, il y a eu des règlements, hein, par exemple, Joe Biden avait mis en place un règlement sur l'intelligence artificielle qui était très intéressant. Et Donald Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a décidé d'abroger d'un geste ce règlement. Ce qui est très très étonnant. D'ailleurs, il y avait une page sur le site américain, du gouvernement américain, où on voyait ce règlement qui a disparu, hein, tout d'un coup, hein, en un jour. Donc il y a des règlements aux États-Unis qui existent. On en reparlera peut-être tout à l'heure, car ils posent un certain nombre de problèmes. Donc j'ai dit les règlements sur l'IA ont disparu, mais il y a d'autres règlements, comme le Cloud Act, hein, qui, en dépit de son nom, n'a rien d'éthéré. Hein. En France, on pense que cloud, ça veut dire nuage, mais le Cloud Act, ça n'est pas du tout quelque chose de nuageux, hein. C'est quelque chose de très violent, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est la vision américaine. La vision européenne, qui est une vision régulatrice qui essaye de prendre en considération l'ensemble des options des différents acteurs, hein, et ce qui conduit à des règlements extrêmement complexes. Et ce qui pose problème, c'est qu'ils sont très lourds. Et puis, il y a une vision chinoise qui est différente, hein, mais qui a des règlements aussi, bien sûr. Et puis, il y a encore d'autres pays, bien sûr, qui ont d'autres types de règlements. Et donc, je crois qu'il est important, hein, de bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, n'est pas déterministe. Et donc, on peut, en fonction de nos désirs collectifs, essayer de forger le futur qui sera le nôtre. Et donc, pour ça, bien sûr, il faut qu'on puisse émettre un désir commun, hein, un désir de vivre ensemble. C'est-à-dire quels sont les principes, sur quoi, dans quelle société est-ce que nous voulons vivre dans le futur. Je pense que c'est pour ça que des réflexions comme celles qu'on va avoir ici, bien sûr, sont en une heure, hein, extrêmement embryonnaires, mais qu'elles doivent vous montrer l'importance de ces questions-là. Elles sensibilisent. Jean-Pierre ? Bien, bonjour à tous. Vous savez que eFutura est dans la participation des normes au niveau française, européenne et internationale. Donc je vais vous prendre simplement la définition de Wikipédia, vous me permettrez de le lire. Pour Wikipédia, l'éthique ou philosophie morale est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux. Donc ça, c'est important. Il y a la notion de jugement, la notion de morale, et elle examine les questions normatives concernant ce que les individus devraient faire, ainsi que les questions d'éthique sur la nature même de la moralité. Donc vous voyez que déjà là, on rentre sur la partie normalisation. Alors aujourd'hui, pourquoi une éthique ? L'IA fait peur. L'IA, on en parlait hier, c'est quelque chose de très positif, mais qui permet des dérives comme la manipulation des individus, la désinformation, l'augmentation de la puissance de la cybercriminalité, on en a parlé hier. Donc il faut, en contrepartie, avoir des règles morales, des règles éthiques qui vont permettre à tout un chacun de se sentir à l'aise, de se dire, bon oui, il n'y a pas que les grands méchants qui vont utiliser l'IA et qui vont nous dominer, il y a également des gens qui réfléchissent, des organisations, des États, même si tu as raison, aujourd'hui les États-Unis ont adopté
un billet différent, mais il faut savoir qu'il y a, alors on en parlera sûrement tout à l'heure, l'Europe a une action très, très, très forte dans ce domaine de l'éthique. Le G7, vous avez l'accord d'Hiroshima, on en parlera tout à l'heure, qui a aussi mis en place des règles d'éthique concernant le développement des IA génératives. Donc tout est fait aujourd'hui pour qu'il y ait des réflexions, pour que le monde qui existe, qui est tripartite peut-être aujourd'hui, le monde vu par les Chinois, tu en parlais hier également, qui est un monde extrêmement coercitif, le monde vu par les Américains, le monde vu par les Européens. J'espère qu'un jour, on aura le monde vu par les Africains dans le domaine de l'IA, qui est quand même quelque chose d'important. Ce qui est fou, c'est que nous, l'éthique, avec Marco Landi, l'ancien président monde d'Apple, on avait créé l'Institut de l'Europe sur l'intelligence artificielle pour placer l'humain au centre, et pour parler de l'éthique et l'éthique multiculturelle. Mais on a vu la difficulté des gens à comprendre que l'éthique était importante dans l'IA, le numérique, etc. Et depuis la sortie des IA génératives, en 2023, il y a eu une prise de conscience. Pourquoi le droit de la propriété, etc., toutes ces choses-là. Et que leurs données, ils avaient compris que leurs données étaient sur le net et accessibles à tous et pour tous, quasiment. Hein. Donc, aujourd'hui, toi, Anne, comment tu vois les choses évoluer par rapport à ça? Et le professeur a expliqué l'éthique multiculturelle, hein, quelque part, la difficulté du vivre ensemble, comment bien vivre ensemble. On voit déjà aujourd'hui, c'est plus le commerce qui régit pour les guerres qu'autre chose. Donc comment tu vois, toi, l'évolution de l'éthique et comment tu sensibiliserais ces personnes-là pour déjà les prévenir sur la donnée, pour la gouvernance des données et sur l'éthique? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA, et c'est généralement les IA génératives. Bon, il est difficile, et très souvent, les gens n'ont pas conscience qu'ils étaient déjà dans l'IA avant l'IA générative. C'est juste que depuis ChatGPT 2021, etc., il y a eu une explosion et une facilité à avoir des outils qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas accessibles à tout le monde. Il y a une sensibilisation qui est très importante à faire parce que dès que ChatGPT est sorti, j'avoue, on a entendu quasiment tout et n'importe quoi. On a quand même eu des gens qui en ont fait peur à d'autres pour pouvoir vendre des formations. Il ne faut pas se mentir. On leur a dit l'IA va vous remplacer demain. En entreprise, vous avez des métiers qui sont complètement fichus. Il y a du vrai, il y a du faux. Parce que toute évolution technologique, de toute façon, va entraîner des évolutions au niveau du travail. Mais on a eu le sentiment quand même que la réglementation ne suivait pas. Comme toujours d'ailleurs, parce que l'avancée technologique est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose, on commence enfin à réguler. Par exemple, l'IA Act nous parle aujourd'hui de différents types d'IA. Il y a les IA très dangereuses qui ne doivent pas être utilisées, il y en a qui ne le sont pas, qui peuvent être utilisés. Ce sont des réglementations que l'on peut même appliquer en entreprise, qu'on peut appliquer partout. Mais il y a des domaines encore où on a beaucoup de mal et où la réglementation doit être, je dirais, non pas rigide, parce que ce n'est pas le cas, mais où il faut vraiment qu'on pose des bases. Moi, je pense généralement aux agents IA. Avant, il y a encore 1 ou 2 ans, on disait que l'IA, c'est un outil. Et c'est ce qu'on vous disait d'ailleurs. L'IA est un outil, c'est là pour vous aider. Aujourd'hui, nous avons un autre modèle qui s'appelle l'agent IA. L'agent IA, il est quand même beaucoup plus performant. Ce n'est pas une entité à part entière qui réfléchit, qui a vraiment une connaissance, ce n'est pas le cas. Mais il vit, il existe et il fait un travail que l'on n'imagine pas. Je prends un cas très classique parce que, comme je dis, moi, je viens de la blockchain. En décembre 2024, on a eu quand même une transaction entre une influenceuse IA. Alors déjà, d'un point de vue éthique, une influenceuse IA, on se pose des questions. Oui, parce que elle représente quelqu'un ou quelque chose, elle représente une image, elle s'adresse à un public, à des jeunes. Ça reste une machine, mais eux, ils ont tendance à croire, surtout quand on est adolescent, surtout quand on se pose 10 000 questions encore sur la vie, ils ont tendance à croire que c'est réel, qu'elle est réelle et que ce qu'elle dit est vrai. Donc déjà, les influenceuses IA, en plus de tous les standards et de tous les stéréotypes
que ça peut véhiculer, et ça en communication, on en est conscient, eh bien, cette influenceuse a demandé sur X que quelqu'un lui fasse une image de profil. Et elle a nominalement cité un autre agent IA qui est sur X. Donc ça veut dire un réseau social où vous, moi, nous allons. Ce qui s'est passé, c'est que l'agent lui a fait l'image, elle était contente, et elle a payé par crypto-monnaie. La blockchain, c'est un écosystème qui permet énormément de choses dans tout ce qui est technologie, qui est très ouvert à la technologie. Donc il est facile, en fait, de faire ce genre de transaction. Moi, ce qui m'a un petit peu effrayée, c'est que sur les réseaux, sur LinkedIn, ça a été la vraie folie, surtout avec les experts. Vous n'êtes pas prêts, vous voyez, aujourd'hui, les agents IA sont dans notre écosystème et ils vivent avec nous dans l'écosystème. Oui, c'est vrai, mais ça pose un autre problème. Ça veut dire que si aujourd'hui 2 agents IA, donc entre guillemets 2 logiciels, sont capables d'avoir des transactions et d'interagir dans une économie que nous sommes censés gérer, il faut quand même poser des garde-fous. Demain matin, vous allez vous retrouver avec des adolescents, ou même nous, dans un monde virtuel, ça peut être un monde de jeu, qui vont évoluer avec des entités, et ces entités, ils n'auront même pas conscience que ce sont des machines. Il y a énormément de dérives. Il y a des dérives quand on voit des sites comme Profil IA qui a entraîné des suicides de jeunes, parce que ce sont en fait des sites où vous avez simplement des agents IA, des personnalités, comme on les appelle. Caractère IA, c'est exactement ça, c'est juste une personnalité qui vous parle, qui vous dit des choses. À un moment, on perd un petit peu la notion de réalité. Donc les psychologues ont beaucoup de travail. Il y a vraiment toute une part de sensibilisation à faire. Et il y a des règles à poser. Même au niveau de la communication, il y a des règles à poser en termes d'éthique. Il faut pouvoir dire, ceci a été généré par intelligence artificielle. Donc c'est vraiment communiquer dans toutes les langues, de toutes les manières, et vraiment avoir un discours qui est clair et pédagogique. Merci. Professeur, moi j'ai une interrogation. Le monde va vite. On ne fait plus comme nos aïeux, comme vous l'avez dit, et nos enfants feront différemment. Les lois qu'on a appliquées ne sont plus valables 2 ans après, parce que la technologie évolue énormément vite. Donc comment l'éthique peut, parce que le temps de légiférer est très long aussi, comment l'éthique, quels seraient les leviers ou les moyens pour que l'éthique évolue de manière, de la même manière que les technologies? Alors ça, c'est bien sûr, c'est pas l'éthique qui doit évoluer d'ailleurs elle-même, hein, c'est comment faire pour que nous puissions conserver la même réflexion éthique et surmonter les évolutions technologiques. Je crois qu'il est important d'abord de rappeler, hein, c'est ce que j'ai fait dans le petit livre que j'ai essayé d'écrire pour justement un grand public, l'IA expliquée aux humains, hein, rappeler que l'intelligence artificielle, au départ, c'est une discipline scientifique qui a pour but de modéliser les différentes facultés mentales, ce qui nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes. Et a priori, ça ne pose pas de problème éthique. Je vais vous raconter quand même une petite histoire. Il se trouve que moi, j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle il y a très longtemps, il y a 45 ans, j'ose pas le dire, hein, parce que ça me vieillit beaucoup, hein, j'ai des cheveux blancs. Mais au début, nous, on était des mathématiciens, on faisait des choses qui nous semblaient intéressantes, amusantes, après avoir passé 2 thèses et être nommé professeur, un jour j'ai été invité, c'était en 2002, à participer à une conférence sur l'éthique des sciences. Et j'ai failli dire, mais moi j'y connais rien à l'éthique des sciences, je ne vais pas venir. Mais bon, et j'ose pas vous le dire, mais bon, vous n'allez pas le répéter, c'est pas très éthique de ma part, mais c'était Alexandrie en Égypte. Je me suis dit quand même, un voyage à Alexandrie, ça vaut le coup. Alors j'y suis allé. Et c'est là où je me suis rendu compte que, donc bien sûr, il y avait d'autres scientifiques de toutes les disciplines, mais qu'il y avait certainement une réflexion à avoir sur le développement de l'intelligence artificielle. Mais à l'époque, vous voyez, 2002, 2003, hein, c'était
effectivement très actif, très présent déjà, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et ça m'a conduit à regarder ce qui se faisait dans d'autres pays, à me rendre compte qu'il y avait des réflexions qui étaient actives, etc. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, ça paraît évident à tout le monde, mais ça l'a pas toujours été. Ça, c'est le premier point. Et qu'est-ce qui est problématique? C'est pas la science que je vous ai évoquée tout à l'heure, parce que celle-là, elle s'occupe de connaissances. C'est que ces différentes simulations des facultés mentales que j'ai évoquées tout à l'heure, elles conduisent à développer des technologies. Et c'est ça qui transforme le monde. Le web, par exemple, c'est le couplage des réseaux de télécommunications qui ne sont pas de l'intelligence artificielle, mais d'un modèle de mémoire qui s'appelle l'hypertexte, qui est construit avec des outils d'intelligence artificielle. Et puis on peut aller plus loin, les machines à dicter, enfin, tout ce qu'on voit aujourd'hui est lié au développement de l'intelligence artificielle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça change le monde. Alors, bien sûr, d'abord, il faut qu'on ait une réflexion sur quels sont les dangers, quels sont les problèmes que ça pose. Et en même temps, bien sûr, il faut qu'on puisse profiter des bénéfices. Et puis qu'on se demande comment faire. Alors je crois qu'il y a 3 points, et c'est ces 3 plans, je crois qu'il faut avoir en mémoire. Il y a d'abord l'aspect technique, la robustesse. Comment faire que les machines que l'on met au point nous obéissent vraiment. Et là, je voudrais vous parler d'une métaphore qui existe, qui est plus exactement une allégorie, qui est prudence. Est-ce que vous la connaissez, prudence? Alors si vous regardez, c'est une femme qui a 2 attributs qui sont révélateurs. L'un, c'est le serpent. Le serpent, c'est la connaissance. Pour être prudent, il faut essayer de connaître. Mais elle a aussi un autre attribut qui est très important pour nous en intelligence artificielle aujourd'hui. Elle a un miroir. Et le miroir, ça veut dire que quand elle regarde devant elle, elle regarde aussi dans le passé. Alors si on veut faire des systèmes d'intelligence artificielle robustes, il faut à la fois avoir des connaissances, mais on sait que ces systèmes sont construits pour une grande part d'entre eux avec des techniques d'apprentissage machine, et on n'est pas capable de prouver que le système est toujours correct. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le prouver? Parce que l'apprentissage machine, ça repose sur l'induction, c'est-à-dire qu'on part d'exemples et on arrive à des connaissances générales. Or, c'est toujours conjectural, c'est-à-dire que c'est toujours sujet à l'erreur. Il y a un exemple, que d'ailleurs je rappelle dans mon petit livre, c'est la notion du signe noir. Est-ce que vous savez ce que c'est que les signes noirs? Un signe noir, pendant longtemps, c'était l'idée, dans l'Antiquité romaine, c'était l'idée que quelque chose qui n'avait jamais été observé n'existait pas. Et comme on n'avait observé que des signes blancs, eh bien, on pensait que tous les signes étaient blancs. Et puis à partir du XVIIe siècle, des marins hollandais sont allés de l'autre côté de la planète, et là ils ont vu qu'il y avait des signes noirs. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a jamais observées et qui peuvent toujours advenir. Et ça peut poser des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en intelligence artificielle? Il faut non seulement avoir des connaissances, mais il faut aussi essayer d'avoir des tests, des exemples du passé pour s'assurer que c'est correct. Donc ça, c'est le premier point, c'est la robustesse. Robustesse, donc, avec tout un tas de techniques qui existent, qui se développent, avec toute une ingénierie qui permet de le faire. Il faut s'assurer que les exemples soient bien répartis, qu'on puisse avoir un système stable, c'est-à-dire si on modifie un peu les exemples, que c'est toujours correct, etc. Ça, c'est le premier point. Puis alors, le deuxième plan, je crois qu'il est extrêmement important, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait, et c'est pour ça qu'on a établi la régulation, qu'on ait des prescriptions. C'est-à-dire qu'on a une volonté, on veut que les choses se fassent d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on met en place des règlements. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on les met en place? C'est une question. L'Europe, sur l'intelligence artificielle, a mis en place le règlement à partir du risque. Mais le problème, c'est que le risque, c'est l'anticipation du danger. Or, il y a des dangers qui sont très difficiles à anticiper. Et vous voyez, si vous jetez un coup d'œil rétrospectif sur l'évolution de l'intelligence artificielle, vous voyez bien qu'on n'avait pas imaginé, il y a 3 ans, avant que ChatGPT arrive, bien peu imaginaient ce que ça allait être. Et puis vous allez plus en arrière, vous vous rendez compte qu'on s'est toujours trompé. Moi d'ailleurs, j'ai fait des études rétrospectives sur l'histoire de l'intelligence artificielle et des technologies du numérique, et on voit toutes les erreurs qu'on a faites.
Mais on les fait dans les deux sens. Peut-être que vous vous souvenez, mais vous avez oublié parce qu'on est très amnésique. Mais en 2021, il y avait quelque chose. Tout le monde pensait que le monde allait être révolutionné. Ça s'appelait le métavers. Ça vous dit quelque chose ? On a complètement oublié. Donc ça, c'est... Et la réglementation, donc malheureusement, elle est faite sur le risque. Mais elle est indispensable, la réglementation. Et c'est ça, je crois, qui est important. Donc il faut savoir ce sur quoi on s'entend. Mais bien sûr, et c'est le troisième point, je crois, qui est essentiel, c'est que... Alors la réglementation, puisqu'on parlait de métaphore, je crois qu'il est intéressant de savoir que la déesse du droit, la déesse de la justice, c'est Thémis. Et Thémis, elle a plusieurs attributs qui sont intéressants. Elle a une balance en signe d'équité. Elle a une épée, parce qu'elle doit être forte. Et puis, la troisième chose, c'est qu'elle a un bandeau qui fait qu'elle doit être normalement insensible au cas particulier. Pour être équitable, justement, il faut impartial, il faut avoir un bandeau. Alors, donc ça, c'est l'importance du droit. Je crois que c'est essentiel, mais bien sûr, il faut que ce droit il soit adapté. La difficulté, c'est que souvent, on se trompe sur les évolutions des technologies. Et l'IA Act, par exemple, il y a tout un tas de points sur lesquels il s'est trompé. D'ailleurs, la première version de l'IA Act, on n'imaginait pas les chatbots et c'était considéré comme peu risqué. Puis ensuite, ils se sont rendus compte que c'était risqué. Et de même, la première partie des chatbots, sur ce qui est inadmissible, la première chose inadmissible, c'est ce qu'on appelle les techniques subliminales. Alors ça, c'est très amusant parce que la technique subliminale, c'est l'idée qu'on va pouvoir vous influencer sans que vous en soyez conscient. Mais ça vient des travaux d'un publiciste américain, James Vicary, qui en 1957 avait dit qu'il mettait des messages tous les 50e de seconde dans les films qui ne parvenaient pas à notre conscience, mais qui influençaient notre comportement. Et ça, bien sûr, il a dit qu'il avait fait ses expériences, que s'il buvait du coca, mangeait des pop-corns, on achetait plus de coca et de pop-corns. Et puis des psychologues ont essayé de le refaire, ils n'y sont pas arrivés, il a avoué qu'il n'avait jamais conduit ces expériences. Bon, ce qui est quand même drôle, c'est que la communauté européenne a fait un règlement dans lequel elle introduit cette notion-là qui n'existe pas. Donc vous voyez, c'est un peu embêtant. Enfin, c'est poétique, bien sûr, mais c'est quand même embêtant. Donc ça, c'est le deuxième point, la réglementation. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut bien se rendre compte que on ne peut pas peut-être réglementer sur le risque. On peut réglementer sur des vrais problèmes. Par exemple, sur les données. On pense que les données personnelles, elles doivent nous appartenir jusqu'à un certain point, etc. Et puis, il y a un troisième point, et je termine là-dessus, qui est vraiment important, c'est ce que j'appelle le chaos. Chaos, c'est ce qui est imprévisible. La théorie mathématique du chaos, c'est l'imprévisible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les technologies, elles sont imprévisibles. Et elles sont imprévisibles. Bon, j'ai dit, l'IA, c'est une science, mais lorsqu'on la met en pratique, on fabrique des objets particuliers. Et ça s'appelle, on dit, ce sont des systèmes socio-techniques. C'est-à-dire que l'objet technique est lié à la façon dont la société va se l'approprier. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait que, bien sûr, les modes d'appropriation sont différents. Ils dépendent de la culture, ils dépendent de l'économie, et ils nous surprennent toujours. Et donc, il faut être prêt à être surpris par certains usages positifs et des mésusages, des usages négatifs. Et toute l'importance, et l'éthique, c'est de regarder ce qui arrive, et donc c'est lié au temps, d'être capable d'encourager ce qui nous semble positif et en même temps de réagir très très vite par rapport à des usages négatifs. Et vous le voyez tous, quand on a commencé avec les réseaux sociaux, peut-être, enfin les plus vieux d'entre vous s'en souviennent, on était enthousiastes parce que ça a créé du lien entre les hommes. Comment ne pas se réjouir de cela? Et puis on s'est rendu compte extrêmement rapidement des effets destructeurs que ça pouvait avoir sur l'ensemble du tissu social. Donc vous voyez, c'est pour ça que toutes ces questions sont compliquées, mais je crois, si vous vous rappelez, ces trois plans qui sont importants, la prudence, avec l'allégorie de cette femme qui regarde dans le passé et qui possède des connaissances. Deuxième chose, on pourrait faire des systèmes robustes. Deuxième chose, Thémis, la loi, la régulation, qui est tout à fait essentielle. Et puis troisième chose, chaos, être capable d'accueillir le présent tel qu'il arrive pour réagir le mieux possible. Merci. Jean-Pierre, je vais te poser une question. Justement, on peut faire des lois, on peut appliquer des choses en Europe, mais la data, elle est où?
C'est la question. Donc on sait que seulement 3% de la donnée africaine est sur le sol africain. Donc on parle de la gouvernance de la donnée, des données personnelles et tout. Qu'est-ce qu'on en font? On voit sur les réseaux sociaux, ils nous connaissent mieux que ceux que nous connaissons. On pense à quelque chose, on a la publicité ultra personnalisée. Donc comment tu vois, toi, cet avenir-là? Parce que même si on légifère, le RGPD en Europe, la réglementation de la protection de la gestion des données, on offre quand même nos données en contrepartie des réseaux sociaux gratuits. Donc qu'est-ce qu'on peut vraiment y faire? Oui, tu poses un problème très, très intéressant et important, mais si tu permets, je vais auparavant rebondir un petit peu sur ce que mes deux prédécesseurs ont dit. Il ne faut pas voir l'IA comme quelque chose de monstrueux. Moi, je crois que c'est un peu un problème, parce qu'en tout cas, je ne sais pas vous, mais chez moi, j'ai beaucoup d'amis, ou même dans ma famille, qui me disent, oh là là, l'IA, c'est en train de changer le monde, on va être dominé par les machines, etc. Il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs. Et justement, l'éthique et la gouvernance sont faites pour mettre en place un certain nombre de règles, de réglementations, qu'on n'est pas obligé de suivre. On voit que Trump, tu l'as dit, d'un coup de main a balayé les réglementations que ses prédécesseurs ont signées. Mais il y a quand même des volontés, et notamment l'IA Act en Europe, est fait pour mettre en place des règles. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous utilisez des algorithmes, par exemple, qui vont tracer les personnes pour leur donner des notes, comme on le fait en Chine, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez prévenir, et autrement, vous risquez des amendes. Les gens peuvent dire ben, « je m'en fiche », sauf que l'Europe, c'est un marché de 480 millions d'habitants qui sont globalement riches, et donc on ne peut pas ignorer ce marché. Donc si on veut l'attaquer, puisqu'on parlait de business, tu as parlé de business tout à l'heure, Jérôme, bah, il faut accepter que ces réglementations quand on va aller sur ce marché. Hein, je vous dis ça parce qu'il faut que l'Afrique, et on en parlera tout à l'heure, se positionne par rapport à ça. Alors maintenant, sur les données, c'est extrêmement important. Là aussi, en Europe, on essaye de mettre en place des réglementations, des normes. Tu as parlé tout à l'heure du Cloud Act. Les données sensibles ne doivent pas aller dans des clouds qui sont qui n'appartiennent pas au pays, ou en tout cas à l'Europe. Parce que, encore une fois, là, on revient sur Excuse-moi. Cloud, peut-être, parce que je ne l'ai pas fait, peut-être tu peux le refaire. Rappeler ce que signifie Cloud Act, parce que... le Cloud Act, en étant très rapide... Parce que c'est un acronyme qui veut dire Clarifying Lawful... J'ai pas, alors je te laisse... Ouais, vas-y. Clarifying Lawful Use of Data. C'est-à-dire que l'idée, c'est de clarifier la façon dont on va utiliser les données à l'extérieur, oversee, clarifying lawful oversee use of data. Si vous regardez, ça donne cloud. Et ça veut dire que les gouvernements américains se réservent le droit de préempter les données qui sont collectées par les sociétés américaines, ou les sociétés qui ont un pourcentage d'actionnaires américains qui est supérieur à un certain seuil, que les serveurs sur lesquels ces données soient collectées soient aux États-Unis ou à l'extérieur du territoire américain. Ça veut dire que si vous avez Microsoft qui est partenaire d'une entreprise ivoirienne, toutes les données qui sont stockées par les serveurs de Microsoft peuvent être réquisitionnées par le gouvernement américain pour ses besoins personnels. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais je pense que c'était important de rappeler. Précision. Alors, je vais aller plus loin. Ça ne peut pas, ça l'est. C'est-à-dire que toutes les données aujourd'hui sont aspirées parce que la législation américaine permet de le faire. Donc, tout ce que vous avez, mais ce n'est pas seulement sur les serveurs. Sur les téléphones, Jérôme, tu en parlais. Tout ce qui est sur les téléphones, moi j'utilise un Apple, un téléphone Apple, tout est aspiré. Alors si vous prenez des téléphones chinois, c'est pareil par les Chinois. Hein. Vous avez donc toutes vos informations sont aspirées. Alors vous allez dire, mais c'est pas grave, j'ai rien à cacher. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que par exemple, si vous êtes malade, vous prenez tel médicament, vous faites telle chose, on va savoir que vous avez peut-être tel potentiel de maladie et que peut-être votre employeur sera intéressé de savoir que finalement vous êtes un risque, ou que la sécurité sociale ou la mutuelle, enfin je ne sais pas l'équivalent ici, vous représentez un risque potentiel plus important qu'un autre, et donc il faut augmenter vos cotisations par exemple. Donc
il est important de se dire que les données, c'est le cœur du système aujourd'hui, c'est le pétrole du 21e et 22e siècle. Donc ces données, soit vous acceptez de ne pas les maîtriser, tant pis pour vous, on va les aspirer et puis on va vous les revendre, on va vous offrir des produits basés sur vos données et vous serez obligé de les accepter, soit vous essayez de réfléchir au niveau individuel et au niveau État sous-régional, etc., comment faire pour avoir une souveraineté. Et la souveraineté passe par, encore une fois, je suis désolé, je vais être un peu agaçant, j'imagine, mais par la mise en place de réglementations, de normes, etc., qui vont permettre de se protéger un peu. Justement, on fait la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données en Côte d'Ivoire, avec comment tu vois cette stratégie que l'on va présenter le 13 mars, que le ministre de la digitalisation et du numérique, son Excellence Ibrahim Khalil Konaté, va rendre au Premier ministre le 13 mars. Comment tu vois cette arrivée de cette stratégie de la gouvernance des données? D'accord. Alors, cette stratégie, elle est forcément la bienvenue, surtout qu'elle va poser des bases qui correspondent vraiment à nos réalités. De ce que l'on sait de la stratégie, parce qu'elle n'est pas encore présentée officiellement, il va quand même y avoir un comité éthique, IA, qui va vraiment chapeauter, parce que pour l'instant, c'est l'ARTCI qui, de manière générale, gère tous les problèmes qui sont liés à l'IA. Ça va permettre aussi à différents organismes qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à l'intelligence artificielle. On pense par exemple à la Défense, la PLCC, qui, avec toutes les arnaques et tout qui arrivent, de pouvoir avoir un cadre vraiment légal pour travailler. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Par contre, ce que j'espère, moi, personnellement, c'est qu'on va avoir, parce qu'on parle aussi de la création de data centers, donc on va avoir nos propres données. Je pense, j'espère et j'imagine que de toute façon, nous tous, parce que ce sont nos données qui vont être mises dans ce data center, donc nous allons tous avoir, je dirais, une vision claire de comment on prend nos données, de quelles données sont mises dans les data centers. Ça, c'est très important, surtout quand on rentre dans des périodes un peu sensibles, comme celles qui sont post-électorales, préélectorales, etc. Donc, il y a tout ce système. Et j'espère, et ça, c'est parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un peu loin des données, mais c'est un peu plus proche de la réalité. J'espère que nous allons pouvoir parler réellement d'éthique et que certains organismes comme le Burida ou l'ACA vont avoir en fait des possibilités de répondre aujourd'hui à des problématiques comme les problématiques de communication, donc tout ce qui est évidemment communication par intelligence artificielle, mais aussi propriété intellectuelle. Il y a un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde d'ailleurs, donc c'est pas que la Côte d'Ivoire, c'est la propriété intellectuelle quand vous êtes par exemple IA artiste ou quand vous générez quelque chose par intelligence artificielle. Les deepfakes, ça c'est autre chose, ça c'est vraiment le côté légal. Mais la propriété intellectuelle aujourd'hui, et c'est le souci, on ne sait plus qui est le propriétaire. Est-ce que c'est celui qui a créé le prompt, sachant qu'une IA générative, c'est de l'aléatoire, ce qui veut dire que, mine de rien, contrairement à ce que certains imaginent, parce que généralement, ils ne touchent pas vraiment à l'IA générative, c'est pas aussi facile qu'on imagine de faire un film ou de faire une vidéo ou de faire un tableau en IA. Il y a donc, est-ce que c'est celui qui met le prompt ? Est-ce que c'est l'IA elle-même? Donc à ce moment-là, est-ce que ChatGPT va devenir le propriétaire de ce qu'il a écrit? Il y a également, est-ce que c'est OpenAI qui va être le propriétaire? Donc c'est une réflexion pour l'instant, et là je pense que mes homologues vont pouvoir en parler, nous en dire plus. C'est une réflexion en fait qui est mondiale. On se pose encore la question. Et on se pose également la question, donc il parlait justement des datas qui sont volées. Toujours dans le droit intellectuel, à quel moment, en fait, ces machines ont été formées avec des datas? Il y a des artistes qui s'en plaignent, des artistes qui ne s'en plaignent pas. Donc, sincèrement, ce genre de réglementation, c'est idéal pour pouvoir poser des bases. En Côte d'Ivoire,
au-delà de comment est-ce qu'on va récupérer nos données, quelles données vont être utilisées, les data centers, on va pouvoir aussi, je pense, pour des organismes qui ont l'air non pas proches du problème, mais qui sont touchés, de pouvoir en fait créer la réglementation et de protéger au maximum les citoyens. Vas-y, Jean-Pierre. Oui, moi je répondrai. Il y a un document, c'est le processus d'Hiroshima qui a été négocié depuis 2023 par le G7 et qui met en place, qui définit des règles d'éthique pour les développeurs de systèmes d'IA générative. Donc vous pouvez le télécharger, hein, vous verrez que c'est très intéressant. Donc il y a des choses qui se mettent en place, rien n'est parfait, encore une fois, tout peut évoluer. C'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'on n'anticipe peut-être pas le futur suffisamment, mais c'est pas grave, tout peut évoluer. D'accord ? Ce qui est important, c'est de se dire il faut mettre en place des règles, et ces règles, on va les faire évoluer avec la technologie, même si quelquefois ça prend un peu de temps. Et puis je voudrais simplement dire un point, on parlait de gouvernance. J'ai beaucoup d'amis DSI qui me disent « Ouh là là, moi je veux mettre en place une gouvernance de l'information dans mon entreprise, mais mes patrons, ils ne sont pas trop d'accord, ça veut dire quoi ce truc ?» Il y a une norme ISO qui existe, hein, c'est la norme ISO 24143, là aussi vous pouvez la télécharger, qui définit les règles de gouvernance pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour la gouvernance de l'information dans l'entreprise. Donc ce sont des bases, et à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez montrer à votre patron, vous voyez, patron, vous avez voilà, une règle, une norme ISO qui définit d'une manière très très simple. Nous avons participé également à la mise en place de cette norme. Donc les choses existent, il faut les connaître, il faut se renseigner et il faut les utiliser à notre profit pour nous permettre d'avoir des armes pour, non pas lutter, j'aime pas ce terme, mais pour mettre en place d'une manière éthique et coordonnée un certain nombre de règles et d'applications autour de nous. Mais peut-être, justement, c'est le moment de parler d'éthique au-delà des normes, mais je suis bien sûr d'accord, hein, il faut absolument qu'il y ait des règles. Par exemple, qu'on soit capable de mettre en évidence les différentes sources qui ont été utilisées pour l'entraînement de ces grands modèles de langage ou grands modèles d'image. Mais en même temps, on se retrouve face à une situation délicate, c'est-à-dire que si ces modèles sont uniquement entraînés avec certains pans de la culture, les pans de la culture sur lesquels ils ne sont pas entraînés seront ignorés. Par exemple, moi j'ai essayé d'utiliser Midjourney et Dall-E pour créer une image, et c'était le scénario de mon petit livre. 4 collégiens viennent me voir et me posent des questions sur l'intelligence artificielle. Et j'ai dit, bon, un professeur âgé, qui a un nœud papillon, qui est chauve, etc., reçoit dans son bureau. Et malheureusement, l'image, elle ne correspondait pas du tout à mon bureau, parce que c'était un bureau américain, avec un professeur américain. Alors, qui plus est, je lui ai dit, bon, enfin, je ne suis pas chauve, mais qui a des cheveux très courts, et résolument, il voulait absolument me mettre des cheveux. Ça n'allait pas du tout. Mais donc, c'est difficile à manipuler. Mais ce que je crois que c'est important, c'est de comprendre qu'il y a un arrière-fond culturel, et que si on veut que ce soit plus ouvert sur les différentes cultures, il faut que toutes les productions soient présentes. Mais en même temps, bien sûr, le risque, si toutes les productions soient présentes, c'est qu'on soit pillé. Et aux États-Unis, par exemple, vous avez vu qu'à Hollywood, les acteurs sont très inquiets parce qu'ils ont peur que leur visage soit réutilisé et donc on fasse des films avec eux-mêmes. Et eux, ils ne seront pas payés parce que ce seront leurs images qui seront réutilisées. Et je voudrais terminer en citant un grand auteur français du début du XXe siècle, Paul Valéry. Et il dit, qu'est-ce que c'est que l'originalité ? Alors, il dit, le plagiaire, c'est celui qui rend visibles les morceaux. C'est-à-dire que vous faites une image et puis vous voyez d'où ça vient. On dit c'est du plagiat, c'est pas bien parce qu'il faudrait rétribuer les artistes, ce qui n'est pas toujours possible. Et il dit, l'originalité, c'est justement d'avoir un bon estomac, c'est-à-dire de bien mélanger tout ça. Et malheureusement, ces modèles de langage ont un bon estomac, mais avec, vous voyez, la tension dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les cultures soient représentées, donc il faut qu'il y ait des contenus de tous les pays,
Par exemple, s'il est important qu'il y ait de la musique ivoirienne, qu'il y ait une tonalité ivoirienne. Et en même temps, le risque, bien sûr, c'est qu'on se substitue aux artistes ivoiriens pour faire de la musique qui soit ivoirienne, qui ressemble à la musique ivoirienne, et qu'on ne rétribue plus ces artistes ivoiriens. Vous voyez que c'est un sacré problème, hein, et puisqu'il est question d'estomac, hein, je pense que ça va nous donner pas mal de crampes d'estomac dans les années qui viennent. On en revient aux données, en fait. On en revient aux données qui justement ne sont pas équilibrées. Parce qu'effectivement, on parlait de Midjourney, c'est des biais incroyables. Et il n'y a pas besoin même, ne serait-ce qu'au-delà. Souvent, on dit les biais, c'est quand on fait des représentations sur l'Afrique, et ça, c'est vrai. Mais moi, là, pour la petite histoire, parce que je fais du kendo, donc je m'occupe en fait de la communication du groupe. On devait faire des images générées par intelligence artificielle sur du kendo. On s'est retrouvé avec tout, sauf du kendo. Voilà. Et là, c'était pas du tout le style américain, c'était même le style très chinois. Donc, c'est encore la preuve que de toute façon, les datas, c'est entre les États-Unis et la Chine. Mais il y a énormément de biais. Maintenant, la question de justement les données, comment on les récupère, au-delà du fait que c'est à nous de pouvoir aussi entraîner nos machines, est-ce que l'on vend nos données en pleine conscience ou est-ce que l'on travaille sur le résultat? En fait, il y a cette gestion aussi qui est importante. Parce que même les artistes qui se sont plaints quand Sora est sorti, il y a des artistes qui ont travaillé avec OpenAI de bonne foi, ils se sont plaints ensuite de ne pas avoir été rémunérés. Mais là, la limite, on a envie de leur dire, c'est un choix que vous avez fait. Il y a des sociétés dans le Web 3 qui, elles, par contre, ont trouvé une solution, c'est vous avez vos données et nous vous rémunérons pour le résultat. Donc c'est aussi une stratégie. Donc c'est vraiment le cœur. Alors moi, je voudrais parler de deux choses qui me paraissent importantes. Tu as parlé donc de ton image qui n'était pas exactement celle que tu voulais. Les IA génératives ne disent pas tout le temps peuvent se tromper et se trompent souvent. Les IA génératives ont été entraînées à partir d'un modèle X. Vous leur posez une question, le problème des IA génératives comme celle qu'on a actuellement vont être obligés de trouver une réponse. Et quelquefois, cette réponse n'a rien à voir avec la réalité. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Deuxièmement, il existe une autre possibilité, c'est que vous créez vous-même votre propre modèle. Vous avez des IA génératives open source qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ChatGPT pour tout. D'abord, ça prend énormément d'énergie. C'est quelque chose d'extrêmement, qui ne sert pas forcément à grand-chose pour la vie de tous les jours. Vous pouvez tout à fait, ou en tout cas le gouvernement peut tout à fait créer ses propres IA génératives à partir de certains modèles, utiliser ensuite ses propres données pour, je prends l'exemple, vous voulez faire une IA générative pour détecter le cancer du sein ou le cancer du poumon, vous n'avez pas utilisé ChatGPT. Vous allez entraîner une IA avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de radios, d'IRM, etc., pour ensuite lui permettre de détecter très rapidement une potentialité de cancer. Vous voyez, donc, il y a d'autres alternatives qui existent. Il n'y a pas que les grands modèles américains et chinois qui sont là et qui sont prédominants. Vous avez la capacité, nous avons la capacité de créer nos propres modèles avec nos propres données pour répondre à des questions très précises ou à un environnement extrêmement particulier et précis. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc là, je crois que la clé, c'est aussi la gouvernance de la donnée, hein, puisque les IA s'entraînent sur des données et il n'y en a pas en Afrique. Il n'y en a pas assez. Donc c'est toute la difficulté. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Levez-vous si vous avez des questions. Vas-y, lève-toi. Comme ça, on amène le micro. C'est plus facile pour les hôtesses. Tu vas avoir le micro. Bonjour à tout le monde. Je suis Fofana Lanciné. Je suis directeur en charge des études et de la prospective au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARCEP ivoirien, on va le dire ainsi. En fait, je voudrais déjà remercier tous les panélistes, les différents professeurs qui ont mis en lumière justement un certain nombre de problématiques qui sont liées
à l'éthique et à la responsabilité. Ma question est la suivante, elle a l'air assez basique. C'est de savoir, tout à l'heure, on parlait du fait que les résultats obtenus avec les IA génératives, notamment sur l'Afrique, sont généralement ne reflètent pas généralement justement la situation africaine, quelles que soient les questions ou les problématiques qu'on pose aux IA génératives. Moi, j'ai un antagonisme que je voulais comprendre. Autant on a une loi qui traite de la protection des données personnelles, autant on a besoin des données, d'informations pour pouvoir entraîner nos IA au niveau local. Pour moi, il y a un antagonisme, à moins que justement, peut-être que le professeur m'éclaire sur comment est-ce que justement on peut conjuguer cette protection des données qui se fait aujourd'hui à coup de sensibilisation, à coup d'information sur les dangers qui sont liés justement à nos traces numériques que nous laissons justement sur le numérique. Et en même temps, voilà, par rapport justement aux ambitions que nous avons pour rendre notre écosystème, je dirais, à l'image des écosystèmes d'ailleurs développés qui utilisent les outils d'IA comme des outils de production, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? On protège les données personnelles. Faites attention à ce que vous mettez sur le net, donc je mets peu. En même temps, derrière, les industriels, les spécialistes ont besoin de ces données pour pouvoir créer, pour pouvoir innover. J'aimerais avoir l'avis des professeurs sur cet antagonisme, s'il vous plaît. Merci. Oui, je vous remercie de cette question qui est vraiment cruciale et pertinente, car on a, pour protéger les libertés individuelles, mis en place beaucoup de réglementations sur la protection des données personnelles. Elles sont anciennes, hein, elles commencent en France avec la CNIL, mais il y a l'équivalent dans d'autres pays du monde, et puis elles ont été renforcées avec le règlement général sur la protection des données européen, qui a été d'ailleurs adopté par beaucoup d'autres pays dans le monde pour protéger les individus. Mais en même temps, ces données sont indispensables pour entraîner différents systèmes d'intelligence artificielle pour produire des connaissances nouvelles. Je vais donner un exemple. Dans le champ de la santé, hein, on peut espérer, avec des grandes masses de données personnelles, faire des progrès. Mais bien sûr, ce sont des données extrêmement privées, puisque c'est ce qui concerne vraiment l'individu lui-même. Et donc, il y a un équilibre. Alors, il y a des exceptions hein, pour les données personnelles de santé, mais on voit que c'est très délicat. Hein, et la France a eu du mal, et a du mal à résoudre ce problème, parce qu'elle a beaucoup de données qui viennent des assurances maladie qu'elle voudrait utiliser et qu'elle hésite à utiliser. Et en même temps, hein, les grands acteurs du numérique utilisent ces données sans trop se conformer au règlement. Donc c'est une question essentielle, et je crois que c'est là où il faut essayer de trouver des compromis avec des exceptions, avec la réglementation, pour qu'elle permette certains usages qui sont vertueux de ces données. Mais pour aller plus loin dans ce que vous avez dit, je voudrais citer un règlement qui est apparu il y a relativement peu de temps, un tout petit peu avant le IA Act, dans la communauté européenne, qui est le Data Act. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce règlement a pour but de favoriser l'interopérabilité des données, avec l'idée que ça va permettre à un marché européen de la donnée de se constituer. Et effectivement, hein, si on a des formalismes qui permettent de représenter ces données de façon unifiée, si en même temps on a un certain nombre de lois qui font que un acteur est obligé de se conformer à cette interopérabilité pour permettre une certaine pour permettre à d'autres acteurs de s'introduire sur le marché, pour qu'il y ait une certaine concurrence. Je vais donner un exemple, puisqu'on était dans le champ médical. Jusqu'à présent, vous aviez des opérateurs qui permettaient aux médecins de représenter leurs données de patients. Mais ensuite, une fois qu'un médecin était chez un opérateur, il ne pouvait plus changer d'opérateur
parce que les données de ces patients étaient dans un formalisme et ils ne pouvaient plus les exporter dans un autre formalisme. Ce qu'impose le Data Act, c'est que vous ayez un format pivot commun et que le client puisse changer d'opérateur. Je crois que c'est vraiment essentiel pour assurer la liberté, mais bien sûr, en faisant ça, vous voyez bien qu'il y a une tension entre cette volonté de circulation de la donnée et puis le RGPD. Alors, le règlement, le Data Act, jure les grands dieux qu'il n'est pas contradictoire avec le RGPD, mais la réalité, c'est que vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a une tension entre les deux. Mais l'éthique, justement, c'est souvent de s'affronter à des conflits. Et donc, il n'y a pas une seule solution. Mais je vous remercie, je crois que c'est une question vraiment tout à fait essentielle. Et toute la difficulté qu'on va avoir avec le numérique, c'est que tous ces règlements entrent en conflit les uns avec les autres. Les valeurs sont chaque fois des valeurs qui sont pertinentes, qui sont justifiées, mais justement, c'est la multiplicité des valeurs qui pose le problème éthique que nous devrons résoudre dans le futur. Il faut que, dans chaque cas de figure, on soit capable de faire des compromis justifiés, des compromis pertinents. Je vais répondre brièvement, parce que je pense que vous posez deux problèmes. Le premier, c'est celui de l'individu. L'homme doit être conscient que ces données sont utilisées par d'autres. Donc arrêtons de mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'envoyer les photos de tout et n'importe quoi, et surtout nos enfants, les jeunes, les adolescents, etc. Il faut qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils mettent restera toute leur vie. Donc c'est bien de mettre une photo d'une fête où je suis complètement bourré, où je vais, bon, je me suis bien éclaté, mais ça restera toute ma vie. Un jour, ça sera peut-être négatif pour moi. C'est un petit exemple. Puis le deuxième point, c'est la responsabilité des États de se dire, je ne vais pas laisser piller mes informations. Bien sûr que les industriels ont besoin de données, mais qu'ils les payent, qu'ils ne les récupèrent pas gratuitement pour ensuite nous revendre des choses. Vous voyez, donc c'est aux États de mettre en place une gouvernance, de mettre en place les moyens pour que les données qui sont importantes, qui sont cruciales au minimum, ne soient pas pillées par les autres. Les données de santé, c'est quelque chose qui, pour moi, sont extrêmement importantes. C'est ce qui va permettre aux différents laboratoires, aux différentes sociétés, de créer demain des médicaments, de me profiler pour savoir si je suis à risque, si oulala, celui-là, il ne faut plus qu'il prenne l'avion, ou alors il faudra qu'il paye 2 fois plus parce qu'il commence à être un peu vieux, on ne sait jamais, etc. Donc, il y a des billets qui peuvent être évités par la volonté, mais il faut que les États, et là, ce que vous mettez en place au niveau de la Côte d'Ivoire avec les nouvelles lois, je pense, vont aller en partie dans ce sens, en tout cas. Absolument. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a des dames, un petit peu, on veut faire de la mixité? Il y a une dame qui veut poser une question? Il lève la main comme si c'était une dame. Bon, on va faire un monsieur alors, parce que les dames sont un peu timides. Allez-y. Levez-vous, ouais. Bonjour mesdames et messieurs. Rapprochez bien le micro. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Jonathan Aglou, étudiant en EDA. Alors, j'ai une question à vous poser sur l'éthique de l'IA. J'aimerais savoir quels sont les principaux problèmes, les principaux défis éthiques spécifiques au développement de l'IA en Afrique. Je vais le dire très rapidement. Je crois qu'ils sont très nombreux, et donc on ne pourrait pas les énumérer tous ici, mais il y a bien sûr les défis qui ont été reconnus depuis longtemps, qui sont liés aux données personnelles, mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur la responsabilité. Lorsque vous avez une machine qui prend une décision, qui est responsable? Est-ce que c'est le propriétaire de la machine? Est-ce que c'est la personne qui a entraîné la machine, etc. Donc ce sont des questions très délicates et très compliquées. Mais bien sûr, la machine elle-même ne peut pas être responsable en tant que telle. Donc il faut toujours... Et puis vous avez toutes les utilisations de l'intelligence artificielle qui sont néfastes, mais qui ne tiennent pas à la machine elle-même qui prend une décision, mais au fait que des hommes instrumentalisent ces machines pour leurs propres fins. Et vous savez, il y avait un grand auteur de science-fiction américain, Ray Bradbury, à qui on demandait « Est-ce que vous avez peur des robots ?»
Et il disait, non, j'ai pas peur des robots, j'ai peur des hommes qui sont derrière les robots. Et donc, il faut bien comprendre qu'avec l'intelligence artificielle, il en va de même. Il y a toujours des hommes derrière ces machines. Et donc, il faut s'assurer que les personnes qui ont mis en place ces machines n'ont pas d'intention mauvaise. Et il faut se convaincre qu'on a toujours la possibilité de se réapproprier ces technologies pour les mettre au service de nos propres besoins. Donc, bien sûr, il faut qu'on sache bien qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils. Une autre question, une dernière question. Merci, cher professeur. Moi, je suis Pierre Claver Achinou, étudiant à l'UCAO et UIA. Ma question est celle-ci. Parlant de l'éthique, je voudrais savoir s'il n'est pas possible d'implanter déjà dans les algorithmes des normes morales pour que les robots soient capables d'adaptation dans la société. Voilà ce que je voudrais savoir. Merci. Je vous remercie de cette question qui me fait particulièrement plaisir, car justement, dans mon équipe, on travaille sur ce qu'on appelle l'éthique computationnelle. Ça veut dire qu'on essaye d'introduire des prescriptions à l'intérieur des agents intelligents pour s'assurer qu'ils se comportent conformément à ces règles. Alors, ça ne veut pas dire que les machines vont être éthiques, pour reprendre une expression d'un grand philosophe, Emmanuel Kant. Il distinguait entre agir par devoir et agir conformément aux règles du devoir. Donc bien sûr, les agents intelligents n'ont pas de sens du devoir, mais en revanche, on peut faire en sorte qu'ils se comportent conformément à un certain nombre de règles, et c'est effectivement le type de choses qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ça n'épuise pas bien sûr complètement le sujet, parce que ça veut dire que ces normes, bien sûr, elles sont le reflet d'un certain nombre de valeurs qui peuvent différer selon les sociétés, etc. Et elles ne sont jamais absolues, mais en tout cas, ça permet d'éviter un certain nombre de dérives. Donc merci de votre question. Alors moi, je répondrai rapidement. Regardez le processus d'Hiroshima, allez sur Internet et téléchargez-le. Le processus d'Hiroshima définit justement des règles d'éthique pour que les codeurs les utilisent au niveau de leur programme dans les IA génératives. Donc c'est, je crois, la réponse. Un petit point, Jérôme, si tu permets, par rapport à tout à l'heure. Rapidement, parce qu'on est... Vraiment rapidement. Il n'y a pas de spécificité au niveau de l'éthique sur l'Afrique. Pour moi, la spécificité c'est l'homme. Si l'être humain n'est pas conscient de l'importance de mettre de l'éthique dans ce qu'il fait, eh bien, il n'y en aura pas. Prenez Trump, il ne veut pas les réglementations, j'en ai rien à faire, ce qui m'intéresse c'est le business, et on met à plat tout le reste, et ben voilà. Moi, si je considère au contraire que l'éthique est au cœur de mon action, eh ben je vais faire en sorte que dans mes programmes, dans mes actions, je mette de l'éthique. Donc c'est l'éducation, l'homme et l'éducation qui sont au cœur de ceci. Merci. Donc vous avez compris que c'est pas facile, l'éthique. C'est des réflexions globales, c'est beaucoup de groupes de réflexion. L'UNESCO travaille beaucoup sur ces sujets-là. Elle est multiculturelle, elle appartient à chacun. On a des valeurs et des morales qui sont différentes selon notre culture, notre ethnie, notre religion, etc. Le tout, c'est de bien vivre ensemble, c'est de trouver ces points de concordance qui vont faire qu'on arrive à cohabiter, comme aujourd'hui, sur cette planète, quelque part. Donc, rapidement, en une phrase, on va faire un mot de la fin. On va commencer par Madame Anné. Une phrase. Une phrase ? D'accord. Un message. Un message. Nous sommes tous garants de l'éthique que nous voulons apporter à ce que nous faisons. Donc, je reviens à ce qu'il disait justement tout à l'heure. C'est nous qui choisissons ce que nous donnons et ce que nous ne donnons pas. L'intelligence artificielle n'est pas du tout un monstre. Il faut juste apprendre à la connaître, à la maîtriser. Et voilà. Alors, disons, un mot important, c'est que l'avenir n'est pas prédéterminé. Il est ouvert et c'est à nous de le forger. Et en même temps, il nous surprend. Et donc, ce qu'il faut, je crois, c'est se préparer à être surpris par ce qui advient et faire en sorte, bien sûr, de se préparer à en tirer le meilleur. Alors moi, je vais revenir sur les normes. L'Afrique doit se doter de normes sur l'IA qui reflètent son modèle. Aujourd'hui, il faut savoir que 75% des normes sur l'IA sont faites par les pays occidentaux, qui représentent 15% de la population mondiale. Donc réveillez-vous,
intégrer les modèles que vous souhaitez dans les IA génératives qui sont chez vous. Merci. Vous pouvez les applaudir. Hein. J'espère que ça vous a plu et que vous y voyez un peu plus clair dans l'éthique, que vous avez été sensibilisé. On va faire la photo et après j'appellerai le prochain panel.